C'est donc une histoire révélée par le renseignement ukrainien, celle de ce soldat russe. Vous allez voir son visage s'afficher. Il se prénomme Silver, en tout cas c'est son surnom. Il est âgé de 24 ans et il a donné une conférence de presse pour parler de son histoire. Alors je vais d'abord vous faire écouter quelques extraits de ce qu'il a dit. Il a contacté la plateforme ukrainienne Je veux vivre. Vous vous souvenez forcément de cette plateforme qui a été mise en place au début de la guerre pour permettre aux Russes de se rendre plus facilement face à l'armée ukrainienne. Écoutez d'abord ce qu'il dit et comment tout a commencé pour lui avec cette plateforme. Au mois de septembre, je me suis intéressé à ce qu'il se passait dans la région de Belgorod et notamment aux incursions menées par la Légion Liberté de la Russie. Je ne voulais pas servir dans l'armée russe pendant la guerre et mourir au front pour le président Poutine. J'ai écrit en ligne à cette légion et j'ai obtenu une réponse assez rapidement. Nous avons commencé à nous parler, ils m'ont interrogé et j'ai répondu à toutes leurs questions. Voilà, alors la conférence de presse se poursuit, il continue à raconter son histoire, il dit qu'il a vu plusieurs actes criminels de l'armée russe et qu'il aurait ensuite commencé à transmettre des informations de façon clandestine sur l'emplacement des troupes et sur les plans d'opérations militaires. Il raconte aussi qu'il a lancé une grenade dans un conduit de ventilation là où dormait son commandant dans l'oblast de Donetsk, donc dans le Donbass, c'est là où les combats sont les plus violents en ce moment, puis ensuite qu'il a pris la fuite. Écoutez la suite du récit. J'ai couru les 600 premiers mètres en équipement sans m'arrêter, sans me sentir fatigué. J'avais une mine dans mon sac, je l'ai gardée sur moi. En chemin, j'ai analysé, il pouvait me poursuivre. J'ai posé cette mine, je l'ai recouverte et j'ai continué mon chemin. À peu près mi-chemin, j'ai été repéré. Je ne sais pas si c'était par les Russes ou par la Légion Liberté de la Russie, car ils m'ont dit qu'ils laissaient entrer un éclaireur pour m'observer pendant ma fuite. Cyril Gelipter, vous qui êtes accro à toutes ces histoires d'espionnage et surtout grand spécialiste, qu'avez-vous pensé de cette toute nouvelle histoire? Est-ce que c'est encore un coup dur pour l'armée russe ou est-ce que finalement ça ne représente pas grand-chose? C'est très difficile à dire parce que on ne sait pas exactement quelles informations il a transmises. Il avait il est sous-officier, comme je comprends. Ensuite, tout dépend de l'unité où il est affecté. Ce n'est pas la première défection, ce n'est pas la dernière. C'est classique dans une situation de guerre. À savoir que les commandants vont bien entendu recruter dans le camp adverse, transmettre des informations. Donc, c'est un peu difficile à dire. Surtout que, autre difficulté, les Russes, s'ils disent, s'ils rendent public parfois les cas de trahison chez eux, ils ne disent pas forcément le poste qu'occupait la personne et ils ne les dévoilent pas tous. Côté ukrainien, nous avons une meilleure visibilité des cas de trahison qu'ils subissent et des dégâts faits via les jugements des tribunaux ukrainiens. Il faut reconnaître que plusieurs fois les Russes ont réussi à très bien infiltrer. On ne peut pas exclure que les Ukrainiens aient aussi réussi quelques jolis coups. Là, comme ça, je ne pense pas que ce soit un coup qui ait apporté du renseignement de haute valeur stratégique, mais ça a dû être très utile du point de vue tactique. Il n'empêche, Aline Lebaille-Kramer, qu'on se rend compte que cette plateforme a beaucoup marché depuis, en tout cas, si l'on en croit ce que disent les Ukrainiens, ils affirment qu'ils ont beaucoup d'appels, qu'ils ont eu beaucoup de Russes qui se sont rendus. Plusieurs milliers, selon les dires de la plateforme. Et dans le cas précis où ces soldats auraient livré des renseignements significatifs, importants à l'Ukraine, environ 300. Et ce que ça dit aussi, c'est plusieurs choses. Déjà que cette application est assez maligne, c'est une innovation assez importante. De deux, que chaque soldat qui se rend, ça y a potentiellement une vie ukrainienne sauvée, donc c'est important aussi dans le dispositif. Et de trois, que les questions de renseignement en ce moment, ce ne sont pas que des questions de satellites des Américains, des forces étrangères, de tout ce qui se passe d'un point de vue numérique ou au-dessus, qui observent les déplacements de ligne de fond de chaque kilomètre carré qui se déplace. C'est que la base du renseignement, même militaire, c'est du renseignement humain.
Et donc, ça corrobore beaucoup aussi ce qu'il se passe en ce moment. À titre personnel, je pense que cette opération, entre autres, à Koursk, elle n'a été possible qu'avec du renseignement humain extrêmement solide. Donc, ça peut être de la part des légions qui avaient déjà fait, entre guillemets, quelques reconnaissances d'incursion sur le territoire de Belgorod, pas plus tard qu'en mars dernier. Mais je pense qu'il y a énormément d'informations qui sont classifiées. On ne sait pas ce qui ça a été dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement classifiées au cours de cette opération. Mais il est fort probable qu'il y ait eu de solides renseignements humains. Et encore une fois, la base du renseignement, c'est ça. C'est plus du renseignement humain que des images satellitaires, même si, évidemment, elles sont instructives aussi. Aurélien Duchesne, votre regard sur cette toute nouvelle histoire d'espionnage, d'après vous, quels éléments ont pu être envoyés à l'armée ukrainienne ? De quoi peut-il disposer ? Ça peut être sur l'emplacement des troupes, comme il le disait ? Oui, puis ça peut être sur un élément qui était très important et qui avait joué de la contre-offensive ukrainienne de l'automne 2022, c'est l'état moral des forces russes, parce qu'on peut le sous-estimer, sauf que d'une part, on a vu dès les premiers mois de la guerre à quel point ça jouait de la combativité supérieure des troupes ukrainiennes, et deuxièmement, ça influe aussi sur les décisions des Ukrainiens. Pourquoi ? Parce que dans ce qu'on appelle la transparence du champ de bataille, c'est-à-dire la surveillance massive avec des drones, ça n'exclut pas de ne pas voir des surprises stratégiques, comme l'offensive de Koursk. Les Russes n'ont pas vu venir, ils auraient eu du renseignement humain, peut-être qu'ils auraient été davantage informés. Et la deuxième chose, si j'en reviens à la question de transmettre des informations sur l'état des forces russes, il y a ce qu'on appelle la Dedovchina en Russie. La Dedovchina, c'est une culture qui vient plutôt d'un milieu carcéral ou du milieu des conscrits. Ce sont les cultures de brimade, d'humiliation, de mauvais traitements au sein de l'armée russe, et évidemment que les Ukrainiens dans leur communication envers les Russes en disant ne mourrez pas pour un mètre de terre à Barmout, ne mourrez pas pour un mètre de terre à Avdiivka, rejoignez-nous, ça parle, et ça a permis, si je prends un dernier exemple, à ce fameux pilote d'hélicoptère de l'armée russe qui avait fui côté ukrainien. Oui, absolument. Il a fait la bêtise de passer ses vacances à un des endroits qui est le plus fréquenté par les touristes russes en Europe. Il s'est fait flinguer là-bas, mais son exemple à lui, eh bien, ça tourne ensuite sur des boucles Telegram chez des soldats russes qui se disent « j'ai pas envie de mourir pour rien, je préfère encore partir à l'ouest ». Oui, finalement, la plateforme Je veux vivre, ça ne sert à rien puisqu'après, on se fait tuer. En tout cas, si on prend cet exemple de ce pilote russe de l'hélicoptère. Absolument, je vous remontrerai ces images. C'est vrai que, on va pas l'accabler non plus, mais bon, en tout cas, on va rappeler les faits. Yves Bourdillon, c'est vrai que, est-ce que cet exemple-là, c'est aussi une mise en scène. Il a donné une conférence de presse, ce soldat russe, pour expliquer le parcours qu'il a suivi. Est-ce que ça peut donner envie à d'autres soldats russes de faire pareil? C'est ça l'objectif de donner une conférence de presse? Ça peut avoir cet effet-là. À vrai dire, les soldats russes qui ont envie de déserter n'ont pas forcément besoin de cela pour tout simplement analyser leur situation sur le terrain. Et ce que l'on voit actuellement, c'est des conscrits, donc des jeunes gens dont le Kremlin avait promis qu'ils n'iraient jamais au front et qui sont sur le front face à l'armée ukrainienne à Koursk, qui désertent parce que tout simplement ils voient bien qu'ils ne sont pas formés, pas équipés et qu'on les envoie au casse-pipe. Donc actuellement, ce qui motive les désertions, au-delà de ce genre de vidéos, c'est que des jeunes gens n'ont pas envie de mourir et fuient à l'ouest, où ils se rendent compte, ou probablement qu'ils doivent voir des informations, qu'ils sont traités correctement comme des prisonniers de guerre et non pas torturés comme ça arrive au contraire pour les prisonniers ukrainiens. Voilà. Maintenant, sur ce genre d'informations-là, ne pas exclure non plus que parmi les déserteurs, il peut y avoir aussi des intoxicateurs. C'est-à-dire que toutes les armées du monde jouent à ça, qu'il faut vérifier que celui qui déserte n'est pas en fait quelqu'un qui va vous donner des faux renseignements. Donc certainement que les Ukrainiens sont en train de recouper ce qu'il dit et vont vérifier. J'ai aucun soupçon particulier. Quand il dit qu'il s'est arrêté au milieu de sa fuite pour poser une mine et la recouvrir, ça me surprend un peu. Ça, vous n'y croyez pas trop. Moi, en tout cas, si je devais m'enfuir, je ne m'arrête pas. Les Ukrainiens vérifient d'une manière générale. Voilà. Cyril Gélibter, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit sur cette question des faux renseignements aussi? Ça c'est classique, mais il est tout à fait possible aussi. Vous avez une grande habitude dans les services russes de faire des doubles jeux. Les doubles jeux, donc vous recrutez une personne, un soldat par exemple, vous le formez, vous l'envoyez dans le camp adverse, donc il va faire semblant de faire détection, avec pour mission
de transmettre des renseignements sur, par exemple, l'armée ukrainienne, les autres soldats qui ont fait défection, qu'est-ce qu'ils disent, où ils sont allés. Ça, c'est tout à fait possible. Ça, et connaissant les services russes, c'est même une habitude chez eux. La seule question, c'est qui ? Oui, on va écouter. Alors normalement, pour ce genre de mission, ça relève tantôt, c'est le contre-espionnage militaire du FSB qui fait ça. Vous devez aussi avoir le GRU, en théorie, qui doit faire ça. On va écouter un autre extrait de cette conférence de presse avec ce fameux Silver, ce soldat russe qui s'est rendu. Écoutez-le, il s'est aussi exprimé sur l'armée russe et dit qu'il ne veut plus écouter ces mensonges. Ma patrie est un peu à l'écart et personne ne l'a attaqué. Je n'ai pas vu un seul nazi ici. Honnêtement, je n'avais pas vraiment envie de soigner des condamnés qui tuent des gens pour de l'argent. Bizarrement, il est plus sûr pour moi d'être en Ukraine. Je suis né sous Poutine, j'ai grandi, étudié et travaillé sous Poutine. Je veux au moins mourir sans Poutine ou au moins pas pour lui. Christian Maigrelis, est-ce que ça sert à quelque chose finalement est-ce que ça peut changer certaines mentalités ou certains avis chez la population russe ? Pourquoi est-ce qu'il livre ce discours-là ? On sent bien que c'est pour quelqu'un. Nous, on n'a pas besoin d'être convaincus par ce qu'il dit, mais pourquoi est-ce qu'il insiste sur le fait qu'il n'a pas vu de nazis pénétrer sur le territoire russe ? Ça s'adresse à l'Ouest. Ça ne s'adresse pas aux Russes. Vous savez, moi, je pense qu'un type qui s'expose comme ça, à visage découvert, dans une émission de cette importance-là en Ukraine, eh bien, ou il dit la vérité et à ce moment-là, il meurt quelque temps après, c'est-à-dire qu'il est condamné à mort, ou alors c'est un agent double et on lui a expliqué qu'il pouvait dire ce qu'il voulait, mais qu'il ne serait pas assassiné par le GRU. Ah, donc moi, je pense que c'est un agent double. Vous n'y croyez pas ? Alors, oui, quand même dire que les Ukrainiens, d'une manière générale, connaissent assez bien les techniques d'infiltration et d'agents russes. Ils ont suffisamment les vrais. Donc, il y a d'énormes moyens, outils, ressources humaines dédiés à ce genre de contrat-là. Parce qu'il n'y en a pas que là, il y en a partout sur les planètes, dans les institutions internationales, dans la presse. Enfin bref, c'est une vieille histoire quand même. Et on parlait d'un profil en particulier tout à l'heure, celui de Maxime Kouzminov, ce pilote d'hélicoptère russe âgé de 28 ans. Vous le voyez ici, vous vous en souvenez, il avait déserté il y a un an tout pile, en août 2023, sauf que 6 mois plus tard, il est retrouvé mort, son corps criblé de balles en Espagne, près d'Alicante. C'est vous qui nous en parliez tout à l'heure, Aurélien Duchesne. Il faut rappeler que ceux qui se rendent, en tout cas à l'armée ukrainienne, sont protégés. Là, vous le disiez, ce monsieur Kouzminov avait pris des risques inconsidérés. Oui, il a juste choisi la destination où il y a le plus de touristes russes en été, quoi. Donc c'était, s'il y avait un endroit où il ne fallait pas aller pour survivre, il y a été quand même. En revanche, il y en a d'autres évidemment, enfin lui, on avait beaucoup parlé de lui, du fait de ce qui lui est arrivé, mais la plupart des cas, de ceux qui sont passés par exemple par l'application Je veux vivre, qui est à destination des soldats russes pour fuir justement, la plupart d'entre eux survivent, et surtout le fait que la propagande ukrainienne les mette en avant est aussi à mettre en regard avec la manière dont la propagande ukrainienne, la propagande peut être bonne, aujourd'hui montre la manière dont les Ukrainiens traitent justement bien les villes qu'ils ont prises en Russie, c'est que ça vient complètement contrevenir au récit russe que l'armée ukrainienne est un ramassis de SS au rang d'un régime néofasciste. Et ça c'est très important parce que ça infuse progressivement que là où l'armée russe est inhumaine, les Ukrainiens traitent même les Russes davantage humainement que leur propre armée.